merci d'être là au rendez-vous. On va se présenter vite fait. Moi, je suis Janie Charriot, la directrice de MUFON France et de MUFON Belgique. Et on a avec nous Sylvain. Allô Sylvain. Konnichiwa, Ruyan, yokoso. Arigatou gozaimasu. Oh waouh. Moi, par arigato, ça sort pas. Je te sais bien plus, Julien. Donc, Sylvain Mathis, qui est spécialiste des OANI, qui est aussi enquêteur pour le MUFON. Et passionné du Japon. Et passionné du Japon. On va savoir pourquoi tout à l'heure. Et puis à côté, c'est notre amie Emma. Emma, oui. Alors moi, je suis l'administratrice du blog Area 51. Voilà. Et je fais partie aussi des rencontres ufologiques du Nord. Et c'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance de Julien, qu'on a en bas de notre écran. Voilà, et qui va nous parler de ses expériences. Il y a eu quelques expériences OVNI, et qui a écrit un livre en japonais destiné au public japonais. Il va nous expliquer ça, va nous parler de son expérience. On a vraiment, voilà. On a hâte d'en savoir plus parce que c'est assez mystérieux cette histoire-là. Et Julien, toi, tu es où actuellement? Tu es au Japon? Bonjour, alors actuellement, non, je suis sur la côte ouest des États-Unis, je suis en Californie, plus précisément à Los Angeles. Mais quelle idée! Quelle idée! Alors qu'on est tous là en France à avoir froid. Moi, je suis en t-shirt. Ah oui, nous dans le Nord, il pleut ici. Oui, c'est vraiment pas de chance, mais bon, il fait pas très très beau. Eh bien, bon, bah tant mieux, il y en a, hein, il y en a qui ont de la chance, tant mieux, tant mieux. Profite. Alors, qui est-ce qui va lancer la discussion? Parce que moi, je sais pas du tout. Tout ce que je sais, on m'a dit, il y a un gars, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a écrit un livre en japonais. Il habitait au Japon? Tu habitais au Japon? Tu travaillais? Non, j'ai habité à Taïwan, mais je suis allé au Japon de nombreuses fois. Oui. Et ça a rapport avec l'ufologie. Tout à fait. Vas-y, raconte. Alors, le Japon, je vais peut-être commencer par le Japon dans ce cas-là. Tout comme Sylvain, en fait, le Japon, moi j'ai toujours une passion pour ce pays, pour toutes les choses qui pouvaient venir de ce pays, la culture en général. Et j'ai commencé d'apprendre la langue, le japonais, quand j'avais 14 ans, tout seul, avec un bouquin. Et puis ensuite, j'ai rencontré des étudiants japonais pour faire échange avec eux, essayer de discuter avec eux, voir si ça marche. Et puis, ça a toujours été une passion, donc j'ai continué. Et puis après quelques années, j'ai commencé de parler un petit peu, faire des phrases, de mieux en mieux, à un point où j'ai commencé après à enseigner cette langue. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler un peu avec cette langue. Et puis après, j'ai commencé à faire de la traduction. Et puis, de fil en aiguille, en fait, c'est devenu ma première langue étrangère, devant l'anglais. Et donc, ce lien avec le Japon a toujours été assez présent. Toujours maintenant, puisque je travaille avec quelques entreprises japonaises au Japon et en France, toujours pour faire de la traduction, ou toujours pour plein de choses en fait qui ont un trait entre la France et le Japon. Je fais partie des gens qui font le pont entre les deux pays. Très bien. C'est génial. C'est une super expérience. Vraiment, c'est génial. Je trouve ça super, et puis bon. Je m'amuse beaucoup à le faire, donc ça aide beaucoup, ça c'est sûr. Oui, et sûr. Puis, c'est quoi, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi l'engouement qu'il y a actuellement pour le Japon? Moi, je pense que la France et le Japon ont énormément de choses en commun. En fait, notamment la gastronomie, ça c'est une chose. Mais au-delà de la gastronomie, au-delà de l'artisanat, je pense qu'il y a un esprit, un fond commun en termes d'esprit qui se retrouve entre la France et le Japon. On aime que les choses soient bien faites, avec de bons matériaux, de bons ingrédients. On aime bien avoir une attention sur le détail, on aime bien une certaine esthétique. Le visuel est important pour nous. Tout ça, on le retrouve en fait en France et au Japon sous différentes formes. Donc ça prend des formes différentes de l'un côté et de l'autre. Mais derrière, il y a la même attention sur le détail.
Et je pense qu'on se rejoint beaucoup là-dessus. C'est pour ça que la France et le Japon ont toujours eu une relation particulière et toujours maintenant. Et c'est pour ça que le Japon, en fait, choisit beaucoup la France quand ils veulent, en fait, lancer un produit à l'international. Oui, oui. Ils viennent d'abord en France parce qu'ils savent que les Français vont prendre le temps d'apprécier ce nouveau produit qui vient du Japon, vont comprendre mieux que les autres pays quelle est la volonté qu'il y a derrière un produit qui vient du Japon. D'accord. Et le français arrive à comparaison. Tu me reprendras, je pense même que maintenant, on arrive à la même cheville au niveau des mangaka. Les gens qui font des mangas. Certains Français arrivent à rivaliser avec les Japonais. Il y a une espèce d'attirance, alors que nous sommes deux pays diamétralement opposés Complètement. sur la Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu es d'accord Exact. avec Ah, ça? je suis tout à fait d'accord. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvain. En fait, il y a un transfert de culture qui s'est fait et qui se fait toujours entre le Japon et la France, justement parce qu'on a un terreau commun avec eux qui est au niveau de notre état d'esprit. Et on retrouve cette ténacité dont tu parles, en fait, donc avec les Français qui essaient d'arriver à un haut niveau dans l'activité qu'ils essaient de poursuivre, ça se retrouve tout à fait au Japon, exact. Donc il y a ce pont qui est fait au niveau de l'état d'esprit qui fait que l'échange est là, l'échange se fait. Et tu citais les mangas, effectivement, la France, quand on va par exemple dans une Fnac ou dans un quelconque autre magasin culturel, on peut être que surpris en fait par la quantité, la variété des mangas japonais qui ont été traduits déjà en français, mais aussi par les mangas écrits par les Français. C'est quand même incroyable. On est le seul pays où il y a une telle variété dans la section manga. Il n'y en a pas d'autres, hein. Faut le savoir. Ah bon? Oui, non, non, exact. Et c'est vrai que moi je me fournis au centre Leclerc au Breuil sur les mangas. Je fais Gamaran, My Hero Academia pour ma fille. Mais comme tu disais, ils ont carrément un rayon manga, quoi. Ah oui. C'est énorme, hein. Dans l'espace culturel, il y a un rayon manga, et je peux te dire, il n'y en a pas que deux. Exact, tout à fait. Et même au-delà des mangas, la littérature japonaise a été traduite en français et on trouve des livres de littérature classique japonaise en français traduits sans problème aujourd'hui. Ah ben vas-y. Faites. Voilà. Ah, tu le tiens à l'envers, hein, toi, il faut le Il tient à retourner. l'envers. Moi, c'est pas vrai. C'est pas grave. Moi, je vois pas la différence. Ouais, excuse-moi. Carrément. Voilà. Bon, alors c'est quoi ce livre? Alors, C'est ça, c'est quoi, un ce livre donc, que j'ai écrit. J'ai commencé à l'écrire en 2017. Ça m'a pris 1 an et demi pour l'écrire. Et donc, ce livre-là, je l'ai écrit en japonais. C'est mon premier livre que j'écris en japonais. Je suis en train d'écrire un deuxième que j'ai commencé. Donc, ils m'ont demandé en fait de traduire le titre en anglais, puisque cette maison d'édition fait l'usage du double titre, c'est-à-dire titre japonais et titre anglais. Donc en anglais c'est Doorway to Oneness, c'est-à-dire la porte vers l'unité. Et c'est en fait le titre que j'ai choisi pour ce livre. Et donc ce livre-là en fait raconte un petit peu mes expériences dans le domaine UFO. Et donc la question que je me suis souvent posée et que je me pose moins maintenant, mais je trouve ça toujours un peu cocasse malgré tout, c'est pourquoi en japonais et pas en français? Ça aurait été tellement plus facile pour moi de l'écrire en français plutôt qu'en japonais. Mais il y a parfois des choses, des forces extérieures qui font que non, tu ne vas pas écrire ce livre en français, tu vas l'écrire en japonais. Et donc j'ai pleuré pendant 1 an et demi, mais je l'ai fait. Et donc on va discuter ensemble de pourquoi, parce que j'ai pleuré pendant 1 an et demi pour écrire ce livre. Bah Ça, pourquoi c'est le fond non? du sujet. Non, mais bien sûr, pourquoi? Mais ça, on commence par quoi? Ça raconte quoi? Pourquoi en japonais? Ça raconte quoi Alors déjà? qu'est-ce que ça raconte dans un premier temps? Alors qu'est-ce que ça raconte? Le premier chapitre commence par ma première observation d'OVNI, en fait. La première fois que j'ai vu un OVNI, donc en compagnie d'un ami, pourquoi est-ce que j'ai vu ça, qu'est-ce que c'était, et ensuite qu'est-ce qui s'est passé après l'époque. Mais à l'époque c'était déjà difficile, et donc quelle époque exactement? Je parle de 1997, 98, 99. Alors autour de ces années-là, c'est les années où j'ai fait cette observation.
et où j'aurais eu besoin justement d'en parler, Ben mais oui. c'était pas vraiment possible. Ça l'est toujours pas C'était de où? façon très ouvertement C'était où? aujourd'hui. Donc C'était où en j'habitais Europe? à l'époque en Bourgogne et j'ai fait cette observation D'accord. Oh, quand j'habitais donc dans un petit village qui s'appelle Chambol-Musigny. Alors vous connaissez peut-être alors Chambol-Musigny il par doit le nom, connaître. Ah, Sylvain doit parce que connaître. bah oui, la bouteille est à 30 euros, donc non seulement on l'apprécie, mais on se souvient du nom. Bon, bah, d'accord. Oui. Et donc l'observation que j'ai fait, j'étais content parce que j'étais pas tout seul à la faire. Parce que si j'avais été tout seul à la faire, peut-être que le lendemain, je me serais dit non, mais en fait, tu as certainement halluciné ou c'était autre chose que ce que tu penses. Non, on a vu. C'était pendant un événement cosmique qui était le rapprochement de Jupiter avec la Lune. Et donc, j'avais apporté un télescope pour observer ça, parce que c'était dans le journal Le Bien Public de l'époque. C'était vraiment un événement à ne pas rater. Et donc, on était dehors, sur la terrasse d'un ami qui habitait à Chambol-Musigny. Cette terrasse avait une vue à 180 degrés sur les vignes, traversées par la route nationale 74. Et donc, nous voilà dehors, à essayer d'observer donc cet événement cosmique. Et aux alentours de minuit, c'est là où j'ai fait cette observation. J'ai fait l'observation en premier, et j'ai pu ensuite appeler mon ami qui était juste à côté de moi en train de regarder à travers le télescope pour qu'il puisse regarder après avec moi. Donc l'OVNI a fait plusieurs apparitions. La première apparition qu'il a fait, si je peux expliquer ça d'une certaine manière, c'est pas juste l'OVNI est apparu, c'est plutôt j'ai entendu à l'intérieur de moi, lève la tête pour regarder au-dessus. Et j'ai levé la tête pour regarder au-dessus. Et quand j'ai fait ça, c'est apparu en face comme une grande lumière. Elle a apparu à partir de rien, de la nuit noire. C'était à environ 150-200 mètres au-dessus de moi. Et ça a tranquillement, comme ça, translaté de ma gauche vers la droite. Et ensuite, pouf, disparu doucement. Donc moi, je dis à mon ami, regarde, et c'est trop tard puisque ça a disparu, et je commence à lui expliquer ce que j'ai vu, et là, ça a réapparu encore une fois. Et cette fois-ci, ça a réapparu encore une fois, mais un petit peu plus loin, et ça commence à faire des mouvements. Donc des mouvements qui sont saccadés, des mouvements qui sont difficilement explicables. C'est pas un hélicoptère, il n'y a pas de bruit, on n'entend rien. C'est pas un avion, parce que ça va beaucoup trop vite, et ça tourne dans tous les sens. C'est pas un feu d'artifice parce que ça monte et ça redescend. Là, non, ça s'éteint pas, ça continue, ça fait des zigzags. Ça a fait des zigzags de lumière parce que ça va tellement vite que c'est comme si ça apparaît comme un flash. Le mouvement apparaît comme un flash tellement cet objet va tellement vite. Et donc, on est tous les deux à regarder ça. On se dit bon, je pense que cet objet en fait essaie de nous montrer que il n'est pas ceci ou il n'est pas cela en faisant des choses dont on n'a pas l'habitude d'observer. Et donc ça a continué pendant peut-être 20. C'est difficile de garder la trace du temps en fait sur cette observation. On a pris note ensuite de ce que l'on a vu. Il était minuit 30 environ. Donc ce soir-là, je suis rentré chez moi. J'avais un petit peu peur de rentrer chez moi tout seul, malgré que j'étais à 5 minutes à pied. Je me sentais pas, qu'est-ce qui va se passer? À l'époque, j'étais déjà intéressé par le sujet OVNI, donc je lisais pas mal de littérature. Et toute cette littérature-là, en fait, elle venait des États-Unis. Donc à cette époque, on parlait d'enlèvement, on parlait de toutes ces choses-là qui étaient un peu tirées d'un film d'horreur. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer si je rentre chez moi tout seul? Est-ce que je vais me faire enlever moi aussi, découper en morceaux, ou je ne sais pas quoi. Ah ouais. Bref. Et curieusement, en fait, ce qui s'est passé après, c'est il s'est passé quelque chose de très ténu, en fait, presque invisible, en fait, comme une communication, comme quelque chose qui se passe en coulisses, derrière un rideau, en fait. On entend des bruits, mais on n'est pas sûr. Et en fait, tout comme la première fois où j'ai observé cet ovni-là, à l'intérieur de moi, j'ai ressenti, entendu des choses. Et au départ, je me suis dit, non, mais tu te fais
tu te fais un char, quoi. C'est pas, Mhm. c'est toi qui imagines, c'est ton imagination. Mais ça de côté. Donc je mettais ça de côté. Et les choses que j'entendais, c'est la nuit, en fait, ces choses-là me réveillaient et me disaient, bah tiens, si tu veux voir encore une fois un ovni, bah, tu peux te réveiller, tu peux te lever, ouvrir ta fenêtre et il y aura quelque chose dehors. Et en même temps, je ressentais qu'il y avait quelque chose dehors. On a- Donc je me disais, non, tu t'inventes des choses, rendors-toi, j'ai absolument pas du tout envie de me réveiller, de me lever, il est 2 heures du matin, j'ai des choses à faire demain, j'ai des Exact. cours, je vais au lycée, etc. Et en fait, j'avais quand même un petit peu peur malgré tout, parce que je me disais, si c'est vrai, qu'est-ce que je fais? Je vais pas regarder ça tout seul. J'habite dans un village où il y a 300 habitants. Tout le monde dort. Si je crie au secours, personne va venir. Donc tout le raisonnement logique en fait dans ma tête me disait que non, 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 tu te fais un char, c'est ton imagination. Et au moment où je me dis bon, je me rendors, paf, encore une fois, cette chose arrive, quelque chose qui arrive à l'intérieur de moi, même message, on est dehors, tu peux venir regarder si tu veux. Ce qu'on Et là, appelle cette fois-ci, je sens vraiment quelque chose, comme une présence. C'est pas moi, il y a quelqu'un d'autre. Mais je sais pas qu'est-ce que c'est ni rien. Mais c'est là. Et je peux pas, en fait, je peux pas faire semblant que c'est pas là. Et à partir de ce moment-là, en fait, ce phénomène-là va continuer encore et encore et encore. Et moi, je vais continuer aussi logiquement à me dire, c'est ton imagination, pense à autre chose, fais autre chose, etc. Et je le fais de plus en plus fort, parce que cette chose-là arrive de plus en plus fort. Donc, pour contrer ça, moi aussi, j'y vais de plus en plus fort avec ma logique. Non, c'est ton imagination. Non, n'écoute pas et continue. Jusqu'à ce que la nuit, il se passe des choses que je ne puisse pas, en fait, contrer avec ma logique. Et... Et c'est là où dans ce livre, en fait, je raconte ce phénomène que j'appelle visite. Mhm. Et donc, il y a des visites, et je peux pas faire semblant que ça n'existe pas, parce que c'est trop fort. Parce que les présences sont là, parce que le soir, avant de m'endormir, je me sens observé. Même si je me dis que c'est mon imagination, je ne peux pas, en fait, me libérer de cette observation qui est là, qui est vraiment très forte. Et la nuit, quelqu'un entre chez moi et je sais que quelqu'un entre chez moi, alors que j'ai aucun moyen avec les yeux de vérifier ça. Et surtout, j'ai pas envie de me lever pour vérifier ça. Mais il y a quand même quelqu'un qui vient et qui rentre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que à cette époque, j'habite encore chez mes parents et et, et ma mère, en fait, ma mère me pose des questions en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? J'ai l'impression que et elle n'arrive pas à mettre des mots en fait. Et au fur et à mesure, j'essaie de parler avec elle en fait de ce sujet-là, sans vraiment pouvoir mettre des mots sur ça, parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc au départ, je lui dis, mais je pense que le couple qui habitait dans cette maison avant, en fait, ils sont peut-être toujours là, sous forme Ah d'un oui, esprit d'accord. ou autre chose, et c'est peut-être eux voilà, qui manifestent leur présence. Ça doit être Oui, ça, à mon avis. oui. Et donc au départ, ce que j'ai fait, c'est je me suis amusé à mettre un peu de sel à droite à gauche, à faire des prières pour faire en sorte que l'esprit puisse voilà, aller vers la lumière et puis voilà, trouver sa voie en dehors de cette maison en me disant bon allez, je sais que vous êtes là, maintenant vous êtes de l'autre côté, il est temps de partir et de Ouais. rejoindre Mhm. voilà, cette Mhm. lumière. Bon, ça n'a pas marché, hein, puisque le phénomène continuait toujours. Et j'ai pas fait le lien en fait entre ça au départ et ce que j'avais vu. Pour moi, phénomène ovni et ça, c'était deux choses différentes. Complètement, mais Ça je pouvait comprends, pas être, bien sûr. pouvait pas être la même chose. Mhm. Et au fur et à mesure que ça se passait, donc ça se passait assez régulièrement, je dirais en moyenne 2 fois par semaine, Ah deux oui, à quand trois fois même, par hein. semaine. Donc 2 à 3 fois par semaine, c'était assez désagréable en fait comme expérience puisque au fur et à mesure que la nuit avançait, à partir de 19h, 20h, je commençais à sentir qu'il y avait quelqu'un qui m'observait. À partir de 21h, 21h30, j'avais l'impression que quelqu'un allait rentrer chez moi. Donc je faisais le tour de la maison, je mettais toutes les lumières, il y a personne, tu vois avec les yeux, il y a personne. Et pourtant, je sens qu'il y a quelqu'un qui va rentrer, quoi. Donc dans ma tête, il y avait vraiment cette dissociation entre les deux. Avec tes yeux, tu peux confirmer qu'il n'y a rien. Et pourtant,
quelque part, il y a cette confirmation qu'il y a quelqu'un. Donc vous voyez, je me disais, mais est-ce que tu es en train de perdre la tête ou quoi? Ouais. Pas possible, quoi. Je comprends. Et quand il était donc temps d'aller se coucher, vers 11h à minuit, là, ma peur était vraiment à son paroxysme, parce que dans ma tête, c'est si j'éteins la lumière, il va se passer quelque chose, quelqu'un va rentrer, on va faire quelque chose va se passer, je peux absolument pas éteindre la lumière, je peux pas éteindre la télévision non plus, je vais mettre aussi la musique en même temps, comme ça il y aura une présence, et je vais dormir comme ça. Et j'ai dormi comme ça. J'ai dormi avec tout était allumé, caché sous les couvertures, et avec une frayeur, peur au ventre, à transpirer, en fait, et mon corps réagissait par rapport à ça. C'est ça qui est marrant. J'avais beau me dire, tu te fais un film dans ta tête, c'est pas possible, mais mon corps réagissait, j'avais mes mains qui tremblent, j'avais mon cœur qui bat. Je me disais, mais pourquoi est-ce que mon corps réagit à quelque chose que je ne peux pas confirmer avec mes yeux? Ça n'a ni queue ni tête. Et donc je vais dormir, caché sous les couvertures, mon cœur bat encore très très fort, je transpire comme c'est pas possible, au point où j'ai même ma marque de visage en fait qui est sur le drap tellement j'ai transpiré. Et qu'est-ce que c'est que ce phénomène-là? Et ensuite, paf, quelqu'un rentre chez moi, et je sais que quelqu'un rentre chez moi, même si je ne vois pas avec les yeux, et je ne veux pas voir, je sais que quelqu'un rentre, ma frayeur monte à son paroxysme, on arrive juste devant la porte de ma chambre, pause, et ensuite on traverse la porte de ma chambre, et là, rien que d'en parler, j'ai encore la chair de poule, et là, pop, c'est fini, je ne sais pas ce qui se passe après, terminé. Je peux me réveiller encore pendant la nuit après, et parfois, lorsque je me réveille un peu plus tard la nuit, la présence est toujours là, moins forte, mais toujours là. Et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a une communication, on discute. J'arrive pas à saisir les mots, mais on discute. Je me rendors. Je me réveille le lendemain matin, la présence est toujours là, mais plus faible, comme si elle s'était retirée de loin. Et bien sûr, je me rappelle de tout. Je me rappelle de la frayeur, je me rappelle qu'après le trou noir, je me rappelle que je me suis réveillé, il y avait encore une présence, on discute de quelque chose, qu'est-ce que c'est, j'en sais rien, et me voilà, hop, 6h30, il est temps de se réveiller et de commencer la journée. Bon, j'ai pas le temps de me poser des questions, je commence ma journée, et souvent, en fait, pendant que je prends ma douche, il y a des sortes de flashs avec des images qui reviennent, qui sont pas dans un ordre logique, qui n'ont ni queue ni tête, pourquoi, ou... Ah oui, tiens, j'ai fait ça comme rêve. Ah tiens, j'ai vu ça. Tiens, c'était bizarre, ouais. Bon, peu importe. Je commence ma journée et hop, voilà, c'est parti. Et donc ça se passait 2 à 3 fois par semaine pendant quelques semaines. Énorme. Donc j'étais lycéen à l'époque. Et en tant que lycéen, bon, on a déjà son lot de problèmes à régler, psychologiquement parlant. C'est la transition, il se passe plein de choses dans la tête. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Est-ce que les autres m'apprécient? Oui, non, blablabla, etc. Bref. Plus ça, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est le seul moment pour moi pour vraiment me reposer, c'est la nuit. Si la nuit, je peux même pas me reposer, je vais perdre la tête, quoi. Et à un moment, je me suis vraiment dit ça. Et en plus, je ne pourrais pas vraiment discuter de ça, puisque quel mot je peux mettre là-dessus? Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Aujourd'hui, j'en parle, mais à cette époque-là, je pouvais pas en parler. On m'aurait dit, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? On se serait moqué de moi, etc. Hein. Même pas ne moquer, je pense complètement. Bah, tu dors pas, tu fais des cauchemars. Voilà, on m'aurait dit, voilà, tu fais des cauchemars. Voilà. Sauf que c'est 2-3 fois par semaine, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc je me suis confié à une amie au lycée. Et parler fait beaucoup de bien, en fait. Donc je me suis confié à elle. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces visites-là, ce phénomène-là, était lié à l'observation que j'avais faite. Parce que les choses que je voyais, les présences, etc.,
me disait que dans ces au-delà, en fait, simplement le fantôme du propriétaire de la maison qui reste, ou je voyais des images qui avaient attrait à des ovnis. Il y avait des choses qui étaient beaucoup plus de ce domaine-là qu'autre chose. Donc je me suis dit, bon, ça doit être en rapport, certainement. Et donc j'ai discuté de ça avec cette amie qui était contente en fait. Elle m'a dit, je suis content que tu en aies parlé parce que je suis content de savoir qu'on n'est pas tout seul. Au moins, c'est une pensée réconfortante. Ouais. Je dis, bah oui, effectivement, c'est vrai qu'on pourrait voir ça de ce côté positif. Ouais. J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que après lui en avoir parlé, elle aussi a commencé de faire ces expériences-là. D'accord. Et donc elle me dit, écoute, je pense que j'ai eu une visite hier parce que voilà comment ça s'est passé. Et elle me décrit la même chose que moi j'ai expérimenté. Avec la différence que elle n'avait pas aussi peur que moi. Mhm. Donc elle était beaucoup plus ouverte d'esprit. Bon, elle avait une famille nombreuse aussi, hein. Elle avait deux sœurs et puis ses parents qui étaient dans la même maison. Donc j'imagine que c'était peut-être aussi rassurant d'avoir plus de monde. Moi j'étais enfant unique, donc. Mais non, elle était beaucoup plus ouverte. Et donc on a continué comme ça, sans pouvoir en fait vraiment mettre des mots sur cette expérience, ni comprendre. Bah, ça se passe la nuit, on se rappelle de certaines choses, on comprend rien du tout de ce qu'on se rappelle. Après il y a la vie de lycéen aussi à mener avec le bac qui arrive, donc il y a des choix à faire quoi. Donc on en discutait un petit peu en marge des discussions habituelles, mais sans pouvoir vraiment donner d'autres significations à ces expériences-là. Sauf qu'un jour, elle m'a dit, tiens, j'ai fait un rêve, et c'est pas un rêve, c'est une prémonition. Moi aussi, je vais voir une soucoupe. Alors, je suis très logique, je lui dis, je comprends tout à fait ton envie de voir également une soucoupe. Je peux comprendre. Mais de là à se dire qu'un rêve est la prémonition d'une observation, bon, il y a quand même un grand pas à faire. Mais bon, je te souhaite de voir quelque chose, parce que c'est quand même une expérience, c'est sûr. Mais bon, on verra bien. Elle me dit, moi j'en suis sûr, j'ai vu une soucoupe rouge, elle tombait du ciel, pour moi c'est un signe, je vais les voir, etc. Et il se trouve que j'ai fait ma deuxième observation d'OVNI avec elle. Et que, effectivement, ce qu'on a observé était d'une couleur rouge, émanait une lumière rouge. Donc, après cette deuxième expérience-là, qui s'est passée en fait chez elle, c'était pendant la Coupe du Monde de football. Le Japon jouait contre une autre équipe et elle savait que j'aimais bien le Japon, donc elle m'a dit bon, viens chez moi, j'ai le câble, on peut regarder ensemble ce match-là. C'était une des premières fois où l'équipe japonaise jouait au football, donc ils n'étaient pas encore au point, mais c'était intéressant à voir leur jeu. Bon, après 20 minutes, on a fait autre chose parce que c'était pas vraiment intéressant. Mais c'était l'été et je me souviens qu'à un moment, je me suis senti comme pris à la gorge, comme étouffé. Et j'ai eu envie, j'ai besoin d'air frais. Il faut que je respire de l'air frais parce que j'ai l'impression que j'ai étouffé. Ben, bon, là. Et on était chez elle et les volets étaient fermés. Je crois que les fenêtres aussi étaient fermées, ouais, il me semble. Parce que sa maison est à côté d'une rivière. Et puis l'été, les rivières, c'est plein de moustiques. Donc voilà. Pour éviter que les moustiques rentrent dans la maison, tout était fermé. Donc je lui ai demandé est-ce qu'on peut juste ouvrir un peu, que je puisse respirer, etc. Il m'a dit bon bah je fais ça juste 5 minutes, mais je vais éteindre la lumière, comme ça aucun insecte rentrera. Donc elle éteint toutes les lumières, j'ouvre les fenêtres et je me mets vraiment, je me balance à l'extérieur pour respirer un peu d'air frais parce que j'avais besoin d'air frais. Et donc, je fais face, je suis au premier étage et je fais face en fait à leur jardin, c'est un jardin avec des gravillons, etc. Et à droite, il y a le garage. Et donc, je fais face au sol, parce que je me suis vraiment penché pour respirer un peu d'air frais. Et là, en fait, je vois ce que je pense être la lumière des phares arrière d'une voiture. Et donc, je vois cette lumière arriver vers le garage. Donc je me dis, tiens, ça doit être certainement ses parents, ou alors des amis, ou autre chose, ou une voiture qui arrive.
Mais par contre, je me suis dit, tiens, ben, c'est bizarre, si on fait une marche arrière avec une voiture, normalement, c'est la lumière blanche, c'est pas la lumière rouge qu'on voit en premier, c'est plutôt la lumière blanche. Donc je suis en train de réfléchir, bah, attends, bon, c'est quoi la perspective là? Parce que cette lumière, elle arrive comme ça, et puis là, d'un seul coup, on a l'impression que c'est pas vraiment une marche arrière, c'est plutôt autre chose. Et au moment où je me dis ça, je vois l'ombre des platanes en entier, c'est-à-dire jusqu'à la cime, traverser devant moi. Je me dis, ah, attends, là j'ai perdu la perspective. Comment ça se fait que j'arrive à voir l'arbre en entier jusqu'à la cime? Et je me dis, ah, mais est-ce que... Et je me tourne vers elle, et elle me regarde. Elle avait les deux mains sur ses oreilles en me disant, j'entends pas ce que tu me dis, j'ai les deux oreilles qui sifflent tellement fort. Et moi, en fait, je voulais lui dire quelque chose, mais je savais pas quoi dire. J'avais la bouche sciée. Donc je me suis tourné vers elle, elle a vu mon visage, et elle s'est dit, il se passe quelque chose. Et elle m'a tout de suite dit, en fait, c'est la soucoupe de mon rêve. Donc elle est venue, en fait, à la fenêtre avec moi, et bien sûr, plus rien. Donc j'ai commencé à lui expliquer ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu. Et au moment où je lui explique ce que j'ai vu, tout son jardin s'est illuminé en rouge. Oh, mais d'un rouge vraiment écarlate, une lumière rouge écarlate. Ensuite, c'était le jardin de la voisine, en plus, le jardin du voisin, ensuite, et le champ d'à côté, en plus. Donc on avait tout, en fait, cet espace-là qui était illuminé en rouge. Sa petite sœur était là aussi avec nous, donc on était trois, en fait, à faire cette observation-là. Et effectivement, on dit, c'est la soucoupe rouge de mon rêve. Et elle me dit, sortons dehors pour aller voir. Donc moi, elle me dit ça à moi, j'avais pas vraiment envie de sortir dehors. J'avais bien envie de dire non, mais elle était déjà en train de dévaler les escaliers. Donc j'ai dit, oh là, je veux pas rester tout seul ici. Donc j'ai pas d'autre choix, je vais la suivre. Et donc en dévalant les escaliers, je me dis, tiens, il faut que je note l'heure quand même, parce que ça peut être intéressant de savoir à quelle heure ça s'est passé. Et je regarde, on dévale les escaliers, on arrive dans le salon, et dans le salon, il y a un réveil avec, vous savez, c'est les réveils avec les chiffres illuminés en rouge. Et donc le chiffre qui était sur ce réveil, c'est 0h44. Donc je regarde, ok, je note 0h44. On sort dehors pour regarder au-dessus de la maison, puisque pour nous, en fait, ça s'est passé au-dessus de sa maison. Au-dessus de sa maison, rien, rien du tout. On fait le tour, rien du tout. Bon. Et la petite sœur, donc, commence à parler, mais c'était une soucoupe, c'est bien ça, hein. Oh, il faut le dire à maman lorsqu'elle rentre demain. Oh, on va rien dire à maman demain. Mais tu as dit que c'était une soucoupe. Non, non, c'était juste un feu d'artifice. Non, 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 je vais le dire à maman quand elle rentre demain. Ok, bon, on va gérer ça plus tard. C'est pas grave. On est tous les deux rentrés. Moi, je suis rentré chez moi après, je crois, il me semble. Oui, tout à fait, oui, puisque ses parents sont rentrés le lendemain. Et deux choses intéressantes se sont passées. La première, c'est lorsque sa mère est arrivée, elle est rentrée dans le jardin. La petite sœur est sortie tout de suite en courant pour dire, bien sûr, la nouvelle. Maman, maman, devine ce qu'on a vu hier. Et pile à ce moment-là, sa mère trébuche sur quelque chose dans la cour. Une sorte de tube en métal qui a été écrasé, qui n'a rien à faire dans la cour. Et la petite sœur donc raconte ce qu'elle a vu, mais la mère, toujours intriguée par cette chose qu'elle a trouvée dans la cour, lui dit mais ma chérie, peut-être que c'est un feu d'artifice ou je ne sais pas quoi, en tout cas c'est peut-être, regarde, j'ai trouvé ça en jardin, peut-être que c'est ça que tu as vu hier. Et voilà, c'est tout, terminé. Du coup, toutes les deux n'ont jamais reparlé de ça. D'accord. Bah oui. Par contre, mon ami qui a observé avec moi est allé rendre, je ne sais plus ce que c'était, une casserole ou autre chose chez sa voisine. Sa voisine est polonaise. Et parfois, en fait, elle utilise des mots qui ne sont pas appropriés ou qui ne conviennent pas à la situation. Mais là, c'était intéressant puisque elle est retournée, je crois, le lendemain pour lui redonner une des casseroles qu'elle lui avait empruntées. Et cette dame lui dit, mais tu as vu l'autre soir l'avion en feu au-dessus de ta maison? Et donc, mon ami lui dit, mais de quoi vous parlez? Quel avion en feu? Ben oui, je t'ai vu, toi et ton ami Julien, vous étiez à la fenêtre de ta chambre et au-dessus de ta maison, il y a un avion en feu. Et à ce moment-là, mon ami lui a demandé, est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu, en fait, ce que vous avez vu? Et donc cette dame lui dit que
pendant la nuit, une sorte de flash de lumière rouge l'a réveillée. Donc un flash de lumière rouge à travers le Velux de sa chambre l'a réveillée. Donc elle s'est levée, elle a ouvert le Velux pour regarder ce que c'était. C'est là où elle nous a vus, nous, tous les trois, à travers la fenêtre. Et au-dessus de la maison, juste au-dessus, elle a vu en fait une sorte de boule orange arriver. Et ensuite, cette boule orange a grossi. En même temps qu'elle grossit, elle est devenue rouge. Vraiment rouge écarlate, brillante. Et elle est restée au-dessus. Et ensuite, elle s'est rétractée en cette boule orange encore et est partie en direction de Dijon. Et donc pour elle, en fait, c'était un avion en feu au-dessus de la maison. Normal. Normal. Voilà, pas mal du tout. J'ai trouvé ça intéressant parce que en fait, il y a beaucoup de dimensions qui s'interpénètrent entre les personnes qui ont observé directement, les personnes qui ont observé indirectement, des personnes qui ont été écartées de la scène. Voilà, la mère de mon ami, par exemple, avec un objet. Alors, j'ai gardé cet objet pendant quelques années, mais après, je l'ai jeté parce que bon, c'était une sorte de tube. Je ne sais pas à quoi servait ce tube. On aurait dit un morceau de, je sais pas, un carénage ou qui vient d'une voiture, je sais pas où, qui a été écrasé, aplati, quoi. Et ça n'avait rien à faire dans ce cours. Mais pourtant, à cause ou grâce à cet objet, en fait, la conversation a tout de suite été terminée. Oui, plus de questions. Je comprends. Et souvent, j'avais remarqué déjà à cette époque que les circonstances étaient un peu arrangées. C'est-à-dire que, tiens, il y a quelque chose qui arrive, un sort de pop, et ça change en fait la direction du déroulement des choses, quoi. Et donc pour moi, c'était juste un exemple de plus que et j'utilise toujours ce pronom-là, ils arrangent les choses, ils arrangent un peu notre réalité, ils la modifient, comme si on était en train de jouer une pièce de théâtre, en fait, et que eux, en fait, ajoutent un petit peu une pièce de décor, ils ajoutent un accessoire, un nouveau personnage. C'est un récit absolument fantastique. J'ai quelques questions aussi, Julien, avant que je les oublie, parce que moi, de toute façon, l'environnement t'a semblé inexistant. C'est-à-dire, comme si le temps s'était arrêté, comme un temps suspendu. Est-ce qu'il y a eu cet effet-là de ta part, de ton ami, de tes amis? Est-ce que tu as eu ce genre de choses? Et tu as noté l'heure 0h44. Est-ce que tu as constaté ce qu'on appelle nous dans le jargon d'ufologie un missing time, un temps manquant? La première fois, oui. Parce que j'ai noté l'heure, il était déjà minuit 30 ou 40, quelque chose. Et j'étais surpris. Ah, il est déjà minuit 30. Tiens, c'est bizarre, ça a passé super vite. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, avec 0h44, je n'ai pas observé, en fait, de missing time. Ça, mon ami non plus. Par contre, ce chiffre de 0h44, il va revenir encore et encore et encore à chaque fois, comme une signature, à travers tout plein d'objets qui montrent des chiffres. Et pour moi, en fait, je reconnaissais à chaque fois, ok, d'accord, 0h44, j'ai compris, voilà. C'était un moyen, en fait, de signaler la présence, quoi. 0h44 ici, sur une montre, sur une autre machine, lié avec un événement particulier. Ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ça? Depuis que tu es ici, la nuit il se passe des choses, j'arrive pas à dormir, il y a quelqu'un qui rentre à la maison, je me suis levé plusieurs fois pour regarder qui est, s'il n'y a personne. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc je lui avais déjà expliqué un peu avant ce que j'avais vu, les expériences que j'avais faites, mais il les avait jamais vraiment expérimentées de lui-même. J'avais fait l'expérience lui-même de tout ça. Et quand on a habité ensemble, quand j'ai habité chez lui, donc il en a fait l'expérience. Et il m'a dit que c'était vraiment quelque chose de très perturbant, puisque c'est comme avoir quelqu'un qui arrive chez soi, alors que qui est-ce? Je ne sais pas qui c'est. Vous arrivez ici, mais est-ce que vous allez me demander en fait si vous pourriez venir chez moi? Et il s'est mis en colère en fait le troisième jour. Il a dit mais attendez une seconde, vous êtes chez moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit de savoir, je suis chez moi. Et il a fait la même expérience que moi, c'est-à-dire que il a eu une sorte de blackout, de trou noir.
Et ensuite, il se réveille et ah, d'accord, j'ai compris. Il a compris. Il a le sentiment d'avoir compris et d'être d'accord avec ce qu'on vient de lui expliquer, sauf qu'il ne peut pas accéder à cette information. Quelle est l'information sur laquelle je dis j'ai compris et je suis d'accord? Il n'y arrive pas. Mais au moins, il a le sentiment qu'il est d'accord. Et donc après, ça a toujours continué sur la même lancée, c'est-à-dire que on a eu tous les deux des visites tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et jusqu'à un point où, pendant la journée même, alors que lui travaillait à un coin et moi je travaillais à un autre, dans deux villes différentes, dans notre tête, en fait, il y avait une communication qui se passe, il y avait quelque chose qui se passe, comme s'il y avait deux personnes à l'intérieur de moi. Une personne qui travaille et qui fait ce qu'il y a à faire ici, et une autre personne qui trouve le temps de discuter avec quelqu'un que je ne vois pas. Et donc cette division à l'intérieur de soi, en fait, mon frère a fait la même expérience, et ça devenait de plus en plus clair. En fait, on discutait de certaines choses, plutôt d'ordre, comment je pourrais dire, spirituel un petit peu, ou d'ordre qui dépasse un peu la vie du quotidien. Et donc le soir, lorsqu'on rentrait à la maison, je lui disais, bah tiens, aujourd'hui j'ai entendu ça, ça et ça. Il m'a dit, tiens, c'est marrant parce que moi j'ai entendu à peu près la même chose, sauf que j'ai eu ce point-là, ce point-là, ce point-là. Et on a remarqué qu'en discutant ensemble, en fait, nos deux expériences n'étaient pas les mêmes, mais elles se complétaient. Donc on arrivait à comprendre d'autant mieux qu'on rassemblait les choses ensemble. Jusqu'à un point où, au bout de 3-4 jours, il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis que tu es ici, la nuit il se passe des choses, j'arrive pas à dormir, il y a quelqu'un qui rentre à la maison, je me suis levé plusieurs fois pour regarder qui est, s'il n'y a personne. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc je lui avais déjà expliqué un peu avant euh, ce que j'avais vu, les expériences que j'avais faites, mais il les avait jamais vraiment expérimenté de lui-même. J'avais fait l'expérience lui-même de tout ça. Et quand on a habité ensemble, quand j'ai habité chez lui, donc il en a fait l'expérience. Et il m'a dit que c'était vraiment quelque chose de très perturbant, puisque c'est comme avoir quelqu'un qui arrive chez soi, alors que qui est-ce? Je ne sais pas qui c'est. Vous arrivez ici, mais est-ce que vous allez me demander en fait si vous pourriez venir chez moi? Et il s'est mis en colère en fait le troisième jour. Il a dit mais attendez une seconde, vous êtes chez moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai le droit de savoir, je suis chez moi. Et il a fait la même expérience que moi, c'est-à-dire que il a eu une sorte de blackout, de trou noir. Et ensuite, il se réveille et ah, d'accord, j'ai compris. Il a compris. Il a le sentiment d'avoir compris et d'être d'accord avec ce qu'on vient de lui expliquer, sauf qu'il ne peut pas accéder à cette information. Quelle est l'information sur laquelle je dis j'ai compris et je suis d'accord? Il n'y arrive pas. Mais au moins, il a le sentiment qu'il est d'accord. Et donc après, ça a toujours continué sur la même lancée, c'est-à-dire que on a eu tous les deux des visites tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et jusqu'à un point où, pendant la journée même, alors que lui travaillait à un coin et moi je travaillais à un autre, dans deux villes différentes, dans notre tête, en fait, il y avait une communication qui se passe, il y avait quelque chose qui se passe, comme s'il y avait deux personnes à l'intérieur de moi. Une personne qui travaille et qui fait ce qu'il y a à faire ici, et une autre personne qui trouve le temps de discuter avec quelqu'un que je ne vois pas. Et donc cette division à l'intérieur de soi, en fait, mon frère a fait la même expérience, et ça devenait de plus en plus clair. En fait, on discutait de certaines choses, plutôt d'ordre, comment je pourrais dire, spirituel un petit peu, ou d'ordre qui dépasse un peu la vie du quotidien. Et donc le soir, lorsqu'on rentrait à la maison, je lui disais, bah tiens, aujourd'hui j'ai entendu ça, ça et ça. Il m'a dit, tiens, c'est marrant parce que moi j'ai entendu à peu près la même chose, sauf que j'ai eu ce point-là, ce point-là, ce point-là. Et on a remarqué qu'en discutant ensemble, en fait, nos deux expériences n'étaient pas les mêmes, mais elles se complétaient. Donc on arrivait à comprendre d'autant mieux qu'on rassemblait les choses ensemble. Et ces choses-là, en fait, étaient
c'est pas du concret, c'est plutôt comment est-ce que je pourrais dire ça? Du ressenti? Non, c'est des idées, c'est vraiment des concepts, des idées qui t'ouvrent vraiment sur une autre expérience, sur une autre façon de voir les choses. Il faut se libérer en fait des pensées qui vont voilà, te limiter dans ton champ d'action. Il faut ouvrir davantage ton esprit. Il faut lâcher prise sur certaines. En fait, ces concepts-là, ils n'arrivaient pas comme des mots. En fait, on faisait l'expérience du concept. C'est comme visite après visite, au point où en fait, la nuit et le jour il y avait un lien en fait. C'était comme s'il y avait moi, mon frère, eux, et il y a quelque chose qui tourne, une sorte d'énergie qui tourne, une sorte de communication qui tourne sans arrêt, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Un peu, on a l'impression qu'on ressent davantage de choses. On arrive à ressentir ce que l'autre pense. On arrive à faire l'expérience de ce que l'autre fait l'expérience. On ressent que je ne suis pas un individu, mais je fais un avec les autres. C'est pas un mouvement du passé vers le futur, c'est juste les choses tournent, changent, et ce mouvement-là est tout ce qui est. Que personne, tu n'existes plus en fait. Il n'y a plus moi, je, ça n'existe plus. Quoi. Et donc tu ne peux pas avoir de contrôle là-dessus. Quoi. Et donc tu te laisses carrément aller à ce truc-là. Et on en a fait l'expérience plusieurs fois. Et après, lorsque j'ai déménagé à Paris, j'ai continué de faire l'expérience de ce truc-là. Mais c'était vraiment à des moments inopportuns en fait, dans un supermarché, alors que je traversais la rue, alors que je monte dans le métro. Je disais mais je peux pas faire ça, quoi. C'est pas possible d'avoir ce sentiment-là qui te submerge, qui te fait pleurer en fait, tellement c'est puissant. Je peux pas avoir ça alors que je fais des courses au supermarché ou que je suis en train de traverser la rue. C'est pas possible, en train de quoi. choisir une pomme, puis... C'est limite, mais en même temps, il y a une vie quotidienne à assumer, donc. Les autres ne sont pas sur le même. Ben ouais, c'est ça. Sur la même longueur d'onde. Pourquoi est-ce que je fais l'expérience de ça? Enfin, c'est magnifique et j'en suis très content, mais pourquoi est-ce que je dois faire cette expérience aussi fréquemment? Parce qu'au départ, c'était une fois par semaine, après c'est 2 fois par semaine, après c'est 1 fois par jour, après c'est 2 fois par jour, après c'est 3, 4 fois par jour. Je dis, mais j'ai l'impression que j'ai des crises d'épilepsie en fait. À la fin, je sais plus quand est-ce que ça va se passer. J'ai peur que les gens me regardent en disant mais il a perdu la boule, il est sur ses genoux en train de pleurer. Parce que la vie est tellement magnifique que je peux pas m'empêcher de pleurer. Bon, bah ça fait du bien de l'entendre toujours. Hein. Marrant, hein. Surtout en ce moment, ça fait du bien de l'entendre. Et donc ça a été vraiment un point pivot. Ce que je raconte dans ce livre aussi, c'est comment j'ai essayé de me sortir de là. Parce qu'à un moment, je me suis dit, il faut que ça s'arrête quand même. Parce que je peux pas, il faut que j'arrive à contrôler ça pour l'arrêter quand ça arrive. Et c'est cette unité, en fait, dont j'ai fait l'expérience. Et donc, j'ai observé un peu comment ça se passe. Je me suis dit, si ce sentiment arrive et que je fais l'expérience de ça, c'est parce qu'il y a des choses avant qui ont déclenché, forcément. Ça doit forcément être ça, quoi. Donc j'ai commencé de regarder un petit peu, ça m'a pris quelques semaines. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent c'était déclenché lorsque j'observais quelqu'un faire la démonstration d'un sentiment positif, sentiment d'amour, sentiment d'affection envers quelqu'un d'autre. Ça pouvait être un déclencheur. J'ai remarqué aussi qu'il y avait certains sons, notamment de certaines musiques, qui pouvaient déclencher ça aussi. D'accord. Et j'ai remarqué que si j'écoutais ce genre de musique et qu'en même temps je regardais quelqu'un faire une démonstration d'affection envers quelqu'un d'autre et que je ressentais en fait cette affection comme si c'était moi qui faisais la démonstration, dans ce cas-là, ça déclenchait l'expérience. Et j'ai fait en fait ce déclenchement d'expérience plusieurs fois. Et lorsque j'ai fait ça de manière volontaire, l'expérience est allée beaucoup, beaucoup plus profondément qu'avant. Beaucoup plus profondément. Au point où j'ai commencé de voir des choses, faire l'expérience de choses qui, pour moi, en fait, sont en dehors du corps physique. Parce que là, c'était plus possible. C'était plus possible dans le sens où j'arrivais à voir des choses, j'arrivais à ressentir, à faire l'expérience de choses que je ne pouvais pas voir avec les yeux. Par exemple,
pour déclencher cette expérience-là, en fait, je regardais souvent par la fenêtre les gens qui passent dehors parce que j'utilisais en fait l'affection qu'ils donnaient les uns envers les autres Ok. pour pouvoir déclencher ça. Et lorsque j'ai déclenché cette expérience-là, dans les premiers stades, premières étapes en fait de ce sentiment-là, l'ouverture de conscience se passe, elle se fait de plus en plus et on arrive à voir de plus en plus de choses. Et ce que j'arrivais à voir euh, est difficilement descriptible maintenant, mais si je le décris, c'est je voyais que effectivement chacun de nous a un ou des esprits qui tournent autour, qui viennent nous voir, qui communiquent avec nous. Et j'ai vu ça, alors que je ne savais pas avant. J'ai vu ces esprits-là autour des gens dehors. Et au fur et à mesure que cette ouverture d'expérience s'ouvre, au départ je vois ça, et ensuite ce que je peux voir habituellement de la vie quotidienne s'efface, et je vois beaucoup plus loin. Et après je fais un avec l'univers, et après moi en tant qu'individu je n'existe plus, je fais un avec le tout qui est amour. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, tout est ensemble dans un seul et unique moment. Un moment merveilleux que l'on vit tous ensemble. Et lorsqu'on utilise des mots pour le dire, c'est totalement illogique, quoi. J'ai passé des heures à me dire, mais c'est illogique, quoi. C'est en dehors de la logique que j'ai dans ma tête, quoi. Comment est-ce que je peux intégrer cette expérience que j'ai faite qui va à l'encontre de ma logique, quoi. Puis c'est là que le phénomène ovni rencontre un autre phénomène. Mm-hmm. Alors on est bien d'accord que les deux sont liés, ce qu'on pourrait appeler, je sais pas moi, la médiumité, parce que là c'était quasiment de la médiumité de voir des esprits autour des personnes. Exact. Yeah. Et donc je parle dans ce livre après de ce qui se passe, c'est ce qui se passe après. Et je suis pas médium, je me considère pas comme médium et c'est pas quelque chose que je vais en faire. Mais après cette expérience-là, il se trouve que un esprit qui suivait une de mes amies à l'époque à l'université est venu me voir pour me demander de passer un message à cette amie. Donc cet esprit sait que maintenant je peux entendre. Donc l'esprit est venu pour me dire est-ce que tu peux dire à donc Anna, qui est mon amie, que voilà, tout va bien se passer, il ne faut pas qu'elle s'inquiète pour ceci, etc. etc., etc. Voilà. Et j'ai fait l'expérience de ça plusieurs fois après. C'est-à-dire que ces esprits-là ont vu que je pouvais les voir, et donc comme je pouvais les voir... Voilà. Et ces esprits-là... Je ne recherche pas de ça, non. Mais ça arrive. Ces esprits-là, ils ont la... Enfin, tu les ressens ou tu les vois, c'est de l'énergie, ou ils ont une forme ou... Ce qui est assez marrant, c'est que je vois une partie, c'est-à-dire ça dépend des esprits. Là, pour cet esprit-là, c'est les cheveux châtains, ondulés, une jeune femme, mais je vois pas son visage. Pour un autre, c'était juste son pullover bleu, d'un bleu assez foncé, un homme d'environ 25-30 ans. Voilà. Je vois que des parties en fait. D'accord. Est-ce que c'est des parties qu'il me montre ou est-ce que c'est des parties que moi je suis capable de voir, c'est tout, je sais pas. Mais c'est comme ça.